Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Préface. Monsef Gen, auquel me lie une amitié vieille de nombreuses décennies, m'a demandé de lui rédiger la préface du nouvel ouvrage qu'il compte publier incessamment. À défaut d'écrire une préface comme souhaité, parce que cela m'aurait demandé de procéder à une évaluation critique du contenu de l'ouvrage. Ce qui m'est matériellement impossible, je me contenterai de consigner dans ce tout petit prologue quelques réflexions personnelles sur l'auteur et sur le contenu du livre à paraître. Je le fais d'autant plus volontiers que le dit ouvrage est composé d'écrits à travers lesquels Monsef Gen a tenu à prendre position, par l'analyse, la réflexion et la proposition, sur les grands débats de la vie politique, économique et sociale de la Tunisie post-révolutionnaire. Économiste professionnel, auteur du premier ouvrage véritable sur l'économie tunisienne post-indépendance, doté d'une connaissance de terrain de l'évolution du développement tunisien, fortement imprégné de cette culture économique, financière et monétaire bretton-woudienne acquise à travers une association pluriannuelle avec le FMI, dont il fut un des cadres supérieurs et un des experts appréciés, M. Gen est en mesure apporter un éclairage particulier quant au sens et aux conséquences des choix, des ruptures, des dilemmes, des attentes et des ambitions qui marqueront la phase transitionnelle de ce nouveau temps révolutionnaire tunisien. Lecteur assidu des papiers critiques publiés par l'auteur sur les différentes phases et composantes du processus transitionnel tunisien, j'ai pu en apprécier la pertinence analytique, la densité du contenu propositionnel, et constater aussi le courage dont Gen fait preuve en s'attaquant de front aux évolutions du processus de transition qui lui paraissent favoriser l'introversion plutôt que l'ouverture de l'économie tunisienne sur l'échange global. Sa maîtrise profonde de la chose budgétaire, alliée à son expertise sur les affaires monétaires et la coopération internationale pour le développement, lui a permis d'adresser aux gouvernants tunisiens en charge de la transition des critiques aussi sévères que pertinentes, mais des critiques toujours assorties de propositions de réforme. Son credo néolibéral, son engagement, voire son plaidoyer pour une économie ouverte, efficiente et inclusive nous ont été particulièrement utiles en Tunisie, à l'occasion du vrai faux débat qui s'est engagé dans le pays à propos de la négociation d'un accord de stand-by avec le FMI. Je pense que l'ouvrage que Gen se propose de publier sera, pour toutes les raisons évoquées plus haut, d'un grand apport pour les gouvernants et les grands décideurs d'abord, le microcosme des économistes, professionnels ou autodidactes ensuite et le grand public enfin. Chedli Ayari. Gouverneur. Banque centrale de Tunisie. Avant-propos. Ce livre a pour objectif l'adoption par la Tunisie post-révolutionnaire d'un modèle économique qui lui assure un développement rapide, intégral, inclusif et ouvert sur la globalisation, à l'instar des tigres asiatiques. Plus d'un demi-siècle est passé, depuis l'indépendance en 1956, sans que le peuple tunisien puisse avoir l'émergence économique et sociale qu'il mérite. Sous la dictature, le pays, tout en se présentant comme bon élève des institutions de Bretton Woods, a fait surtout de la stabilité financière. Avec un taux de croissance limité, les 3/4 du pays ont été marginalisés et les disparités de revenus sont devenues de plus en plus criantes. Le modèle adopté, reposant sur les industries offshore, surtout de sous-traitance, le tourisme à bas prix et l'accord d'association avec l'Union européenne, est devenu obsolescent sous le coup de la crise financière et économique de 2008. Dans sa transition post-révolutionnaire, la Tunisie a connu un annus horribili économique en 2011, avec une récession de près de 2%, une aggravation du chômage et les premiers signes d'inflation causés par une politique monétaire et budgétaire expansive. En 2012, une légère reprise s'est dessinée, grâce surtout à une bonne récolte, mais les déséquilibres budgétaires et extérieurs se sont creusés et l'inflation est devenue plus pernicieuse. Les dirigeants et décideurs ont continué une politique budgétaire expansive favorisant, non pas l'investissement public, mais la consommation d'une administration pléthorique et les subventions à la consommation privée. Les écrits de ce livre ont été publiés essentiellement dans Jeune Afrique, la presse de Tunisie et le journal électronique Leader. Ils suivent l'évolution politique mais surtout économique de la Tunisie du 1er janvier 2011, soit 13 jours avant la Révolution, au 26 juin 2013. Ils se distinguent essentiellement par leur côté critique, mais aussi par leurs propositions positives de réforme.
Ces propositions, malheureusement, n'ont pas été retenues par les décideurs sauf de rares exceptions. Le modèle préconisé, fondé sur l'accélération de l'investissement public, avec ses effets multiplicateurs sur l'investissement privé, orienté sur un développement rural intensif et la création d'industries à haute valeur ajoutée, n'a même pas fait l'objet d'une conférence économique nationale pour laquelle j'avais lancé un appel. La garantie d'un minimum de journées de travail dans les zones rurales aurait pu contribuer à réduire les tensions dans le bassin minier dont les activités, capitales pour les finances publiques et la balance commerciale, ont été bloquées par les grèves et les sit-ins. L'accélération de l'investissement public aurait pu être facilitée par la création d'une direction générale des grands travaux, logée à la présidence du Conseil. La création d'une banque de développement aurait comblé le vide présentement existant, pour épauler les petites et moyennes entreprises. La réforme fiscale aurait pu juguler la dichotomie de l'économie tunisienne entre un secteur offshore, comblé d'incitations outrancières, et un secteur onshore soumis à une fiscalité confiscatoire. La budgétisation par objectif et, dans un cadre glissant à moyen terme, aurait pu assurer aux agences de l'État les ressources nécessaires et allouer ces ressources non pas sur la base des crédits consommés, mais des résultats enregistrés et mesurés. Le problème de l'inflation aurait pu être mieux maîtrisé si le secteur bancaire avait été assaini, et les banques viables recapitalisées. Heureusement, les décideurs se sont engagés, dans le cadre de l'accord stand-by conclu avec le Fonds monétaire international, à réduire les dépenses de subvention des hydrocarbures et plus généralement des produits couverts par la caisse de compensation. Heureusement, les décideurs semblent prendre conscience des problèmes aigus des caisses de retraite et de sécurité sociale. Heureusement, les décideurs semblent donner une certaine importance à l'Afrique, le continent de la Tunisie. Reste que le chômage n'est pas seulement une affaire d'investissement. Sa réduction et sa maîtrise nécessitent une réforme fondamentale du système éducatif qui doit être axée sur les mathématiques, les sciences et la technologie ainsi que la formation professionnelle. Il faut qu'il produise des diplômés employables. Espérons que ce pays, petit par sa taille mais grand par ses actions, soit en mesure un jour à faire décoller son économie et assurer la prospérité à son peuple. Monsef Gen. Introduction. Rougli 2.5 years after the revolution in the Arab world, not a single country is yet plainly on course to become a stable, peaceful democracy. The Economist. July 13, 2013. Par ces mots, le grand magazine anglais fait le point du séisme politique qui vient de bouleverser le monde arabe, un certain 14 janvier 2011. Ce séisme politique, que j'ai appelé aussi le Tunisami, tsunami tunisien révolutionnaire, voire le Tunisami et ses vagues libératrices 19-3-2011, a bien commencé en Tunisie. Pourquoi ? Ce pays a aboli l'esclavage et s'est doté d'une constitution au XIXe siècle, a conquis son indépendance et aboli la polygamie au XXe siècle et a réalisé la première révolution du XXIe siècle. Il faut noter aussi l'éducation de ces jeunes, garçons et filles et le niveau technologique assez élevé puisque sur 10 millions d'habitants, le pays compte 4 millions d'internautes utilisant fréquemment les réseaux sociaux. Internet a été le meilleur cadeau qu'avaient fait Al Gore et l'Amérique au monde, dans les années 1990s. Il faut y ajouter l'élection d'un noir, Barack Obama, comme président des États-Unis proclamant le changement avec le slogan « Yes we can ». Enfin, la crise financière et économique de 2008 à 2010 a plongé le monde, en particulier l'Union européenne, UE, principal partenaire de la Tunisie, dans une récession économique sans égale depuis 1929. Le modèle économique tunisien, basé sur la loi de 1972, l'accord d'association avec l'UE et le tourisme à bas prix, a montré dès lors son obsolescence. Ces graves lacunes, inégalité considérable de revenus, sous-développement des zones rurales, exode massif vers les villes, chômage croissant des jeunes diplômés, fossé très important entre les régions côtières et l'Hinterland ont éclaté au grand jour. La misère s'ajoutant à la dictature et à la corruption, c'était devenu intolérable. Le feu de la révolution a flambé. Le but essentiel de ce livre est de montrer qu'un nouveau modèle économique post-révolutionnaire est nécessaire. Les grandes lignes de ce modèle ont été tracées,
voire pour un modèle économique nouveau 12-4-2011 et le plein emploi en 5 ans c'est faisable 12-10-2011. Ce modèle est axé essentiellement sur le plein emploi des jeunes. D'abord, l'agriculture qui a été longtemps négligée devra connaître un essor considérable à la mesure de son potentiel. N'oublions pas que dans l'Antiquité, la Tunisie a été le grenier de Rome. Ce secteur recèle des potentialités considérables pour l'emploi des jeunes. Un programme cohérent de développement des zones rurales devra être lancé rapidement. Petits hydrauliques, irrigation intensive, routes et pistes de desserte, reforestation, mise en valeur des immenses terres encore incultes. Il devra garantir, comme en Inde, à tout demandeur d'emploi un minimum de jours de travail par an. Le Kenya exporte des fleurs par avion à Amsterdam. La Tunisie, géographiquement plus proche de l'Europe, devra être capable de faire autant. Sur le plan industriel, on devra encourager non pas la sous-traitance mais les investissements innovants et à haute valeur ajoutée, capables de mettre au travail la main-d'œuvre qualifiée tunisienne. La Tunisie devra devenir une terre d'attraction pour les investisseurs des pays émergents, notamment les BRICS, Brésil, Russie, Inde et Chine, pour des industries d'exportation vers l'UE. Elle exploitera ainsi, d'une manière plus intelligente, son statut d'associé et de partenaire privilégié. Elle devra également s'intéresser davantage à son continent, l'Afrique dont la croissance au cours de la dernière décennie a été fulgurante. Les Carthaginois allaient dans l'Antiquité jusqu'au golfe de Guinée pour faire du commerce. Les industries tunisiennes devraient trouver des débouchés importants, notamment dans les pays africains francophones. Cette stratégie devra être encore payante pour le tourisme, en diversifiant la clientèle, notamment dans les pays d'Asie, en diversifiant le produit touristique et en développant le tourisme culturel avec le riche patrimoine du pays. En 1956, à l'indépendance, la Tunisie était pratiquement au même niveau de développement économique que la Corée du Sud, Taïwan, la Malaisie et Singapour pour ne prendre que ces exemples. Voyez où ces pays sont et où se situe la Tunisie en 2012. Les chiffres sont brutaux. Selon les chiffres du Fonds monétaire international, FMI, le produit intérieur brut, PIB de la Corée du Sud est 1155 milliards de dollars US, celui de Taïwan de 474 milliards, de la Malaisie de 304 milliards, de Singapour de 277 milliards et celui de la Tunisie seulement de 46 milliards. Si l'on se réfère au PIB par tête, en tenant compte des parités de pouvoir d'achat, Singapour vient en premier lieu avec 60 410 dollars, suivi de Taïwan, 38 749, la Corée du Sud, 32 272 et la Malaisie, 16 922. Quant à la Tunisie, le chiffre est seulement de 9 775 dollars. C'est la meilleure preuve que la Tunisie a choisi un modèle de développement non ou peu performant, pendant 56 ans. Ces pays qui nous ont devancés ont suivi des politiques économiques appropriées. Enseignement de grande qualité mettant l'accent sur les mathématiques, les sciences et la technologie, formation appropriée de la main-d'œuvre, investissements intensifs dans les industries à haute valeur ajoutée, ouverture sur l'extérieur, forte compétitivité et encouragement aux exportations. La Tunisie a eu comme ministre de l'Éducation et de l'Économie des professeurs d'arabe. Elle a eu un Premier ministre et un président de la République qui n'ont même pas eu le bac. Dans les années 60, on s'est orienté vers une politique de substitution aux importations. Dans les années 70, on a cru trouver la panacée dans la loi 1972 qui a pérennisé la dichotomie de l'économie tunisienne et a rendu le pays la maison de sous-traitance des industries françaises, italiennes et allemandes. Dans les années 80 et 90, on a creusé encore plus cette dépendance envers l'Europe. Heureusement qu'au XXIe siècle, il y a eu la révolution. Il est grand temps d'avoir un modèle économique post-révolutionnaire. Monsef Guen. Le modèle économique. Le 1-1-2011. Le modèle économique tunisien est-il obsolète? Les événements récents de Sidi Bouzid déclenchent la sonnette d'alarme. Face à la crise financière et économique mondiale qui continue à avoir des effets délétères au sein des économies riches, notamment européennes, en 2011 la croissance de la zone euro sera de 1,3% contre 1,5% en 2010,
La Tunisie peut-elle résister aux effets pervers de cette crise persistante qui la frappe de plein fouet? La réponse est oui, si le modèle actuel est profondément changé. Ce modèle repose sur la loi 1972 permettant les industries offshore, sur le tourisme à bas prix et sur l'accord d'association avec l'Union européenne. C'est un modèle concentrant la croissance sur ses piliers et sur une zone géoéconomique limitée. Il a permis, certes, l'ouverture de l'économie tunisienne, l'afflux des investissements étrangers, la croissance des exportations, l'absorption d'une partie de la main-d'œuvre peu qualifiée, le développement relatif des régions côtières et a contribué aux équilibres macroéconomiques fondamentaux. Le revers de la médaille est que ce modèle a aussi engendré des déséquilibres graves que la croissance de 4 à 5% du PIB d'avant 2008 avait cachés. Il a engendré des inégalités de revenus, avec un coefficient Gini de 40%, 0 étant l'égalité absolue, fort heureusement corrigé par les transferts aux catégories les plus démunies par le mécanisme du Trésor 26 à 26. Il a engendré un fossé en termes de développement entre les régions côtières et l'hinterland et même dans les régions côtières, les activités offshore sont restées ce qu'elles sont. Offshore ou îlots isolés, n'engendrant que les bénéfices limités de maigres salaires à une fraction de la population active. Il a engendré un déséquilibre croissant entre les villes et les zones rurales, avec des flux migratoires considérables vers les métropoles urbaines grossissant le nombre de chômeurs au détriment des zones rurales, plus particulièrement des régions intérieures, comme celle de Sidi Bouzid. Ces écarts que la crise révèle maintenant d'une manière patente, devraient être corrigés rapidement. On devrait faire au moins ce que fait l'Inde, en assurant un travail d'au moins 100 jours par an aux populations rurales dans un programme bien conçu de travaux de développement rural. Cela permettrait de tarir le drainage vers les villes. On devrait mettre l'accent sur les investissements au profit de l'agriculture et de sa modernisation, y compris l'irrigation à grande échelle. La région de Sidi Bouzid et les régions avoisinantes avaient constitué dans l'Antiquité le grenier de Rome. Il y a des produits tunisiens comme l'ail, la paume granate, les fleurs pour lesquelles la demande internationale est fortement croissante. Le Kenya, plus loin de l'Europe que la Tunisie, exporte des fleurs par avion à Amsterdam. On devrait encourager non pas les investissements de la sous-traitance, mais les investissements novateurs et innovants. On devrait revoir la fiscalité et la parafiscalité, de façon à encourager les investissements qu'ils soient offshore ou inshore. À cause de cette fiscalité et parafiscalité, entre autres, les investissements nationaux ont jusqu'ici stagné. On devrait faire un statut particulier privilégié, séparé de la fonction publique, aux deux corps importants que sont les magistrats et les douaniers. On devrait revoir le système éducatif pour le rendre au diapason des besoins de l'économie, par exemple en l'orientant vers les métiers et les professions dont la demande future est en augmentation. La Tunisie est capable d'apporter des réponses adéquates à ces défis. Le 4-2-2011. Économie tunisienne, diagnostic rapide. La révolution du jasmin termine son premier mois. Elle a été une onde de choc dans le monde arabe, on le voit très bien en Égypte. Il est essentiel qu'elle réussisse. Sa réussite ne sera complète que si le processus démocratique se concrétise de jour en jour, et que son économie connaisse un développement accéléré et équilibré. D'abord, il faut noter une croissance faible durant les 3 dernières années, soit en moyenne 3,8% par an en termes réels. La chute a été brutale en 2009 à 2010. Une des raisons principales de cette chute est bien entendu la crise financière et économique mondiale qui affecte en particulier l'Union européenne, UE, dont la Tunisie dépend d'une façon extrême. Ce danger de dépendance excessive était visible de longue date, mais il s'est manifesté d'une manière patente depuis 2008. On dira un jour qu'à quelque chose, malheur est bon. Sans la crise, on serait peut-être resté sous la férule de la dictature. En plus de l'étouffement des libertés et de l'oppression, la crise a été le déclencheur du ras-le-bol. L'inflation, telle que mesurée par l'indice des prix à la consommation, a été en moyenne annuelle de 4,5% au cours des 3 dernières années, ce qui n'est pas négligeable, même si l'on exclut toute manipulation de cet indice. Cette inflation rogne le pouvoir d'achat des masses populaires et surtout des chômeurs. Le chômage précisément est demeuré très élevé.
Il s'est aggravé, selon les chiffres officiels, de 12,6% en 2008 à 13,3% en 2009. Le chômage des jeunes, surtout des jeunes diplômés, a été encore plus élevé, allant selon les estimations jusqu'à 40 à 60%. Cela veut dire que pour ces jeunes, l'indice de misère est proche de 70%. On comprend dès lors le désarroi de ces jeunes et leur participation massive, en particulier dans les zones déshéritées du pays, à la Révolution. Un tel chômage, la négligence de l'Hinterland et l'ampleur de la corruption expliquent que le coefficient de Gini, mesure de l'équité de distribution des revenus, soit relativement élevé, 4 sur une échelle de 10. Wikileaks a révélé à tout le degré de luxure dans lequel vivaient et vivent encore les privilégiés de l'Ancien Régime. Jets privés, yachts, palais, Hummers, Porsche, comptes bancaires à l'étranger. Le peu d'intérêt donné à l'agriculture dont la part dans le produit intérieur brut, PIB, est descendu à 12% et dont la croissance entre 1998 à 2008 n'a été que de 2% a entraîné un exode rural massif. La Tunisie est devenue un des pays les plus urbanisés en Afrique, et on présentait cela comme un progrès dont il fallait être fier. Le fossé entre zones rurales et zones urbaines a aggravé la perception du chômage par les jeunes qui étaient chassés de leurs terres par la misère et le désespoir. Il faut y ajouter le déséquilibre entre les régions côtières et les régions intérieures, Sidi Bouzid, Gafsa, Kasserine, Kerouan, Le Kef, Djendouba, qui pourtant ont un potentiel économique non négligeable dans l'agriculture, les industries agroalimentaires, les mines, les industries de transformation, les activités artisanales et les services. Ces régions constituent les 3/4 de notre territoire, et on les a marginalisées. Sans parler des investissements absurdes qui consistent à créer un aéroport à Enfida, juste à une 50aine de kilomètres de celui très fonctionnel de Ionastir. La dette extérieure a augmenté considérablement durant la dernière vingtaine d'années. Elle a été ramenée 48% du PIB fin 2010, mais elle absorbe presque 12% des exportations de biens et de services. Dans les circonstances actuelles dans lesquelles les exportations vers l'Union européenne sont menacées par la crise et les recettes du tourisme sont sérieusement affectées, le service de la dette extérieure va poser problème. Il est capital, malgré les difficultés qu'il faut espérer qu'elles seront passagères, que la Tunisie honore ses engagements et assure ce service sans faille. Il y va de notre crédibilité internationale. La tâche est donc dure et nécessite plusieurs années de redressement. Il faut l'expliquer et y préparer le pays, et notamment les jeunes et ceux qui à droite et à gauche demandent des augmentations rapides de salaire. Il est à espérer que les institutions financières internationales, et les organisations multilatérales comme l'UE, engageront un dialogue rapide et constructif avec le gouvernement de transition pour épauler la Tunisie pendant les prochaines années. Tunisie, programme économique d'urgence. La première révolution du XXIe a réussi. Le peuple tunisien a donné l'exemple au monde arabe, et tout simplement au monde entier. Mais il ne faut pas oublier les défis économiques qui expliquent en grande partie la révolte du peuple tunisien. L'étincelle Bouazizi en a souffert toute sa vie, vite transformée en révolution auquel s'ajoute, bien sûr, l'étouffement des libertés et les mascarades électorales. En effet, la crise financière et économique mondiale continue dans les économies riches, notamment européennes. En 2011, la croissance de la zone euro sera de 1,3% contre 1,5% en 2010. Donc les exportations vers l'Europe restent bouchées. Les hôtels se vident de touristes et ferment les uns après les autres. Standard & Poor's et Moody's viennent de dégrader la dette tunisienne. Donc emprunter sur les marchés coûtera plus cher s'il est même possible. Les autorités intérimaires se doivent de réfléchir à un programme économique d'urgence. Dans les mesures que je suggère, il y a les mesures immédiates, dans les jours qui viennent, et les mesures médiates, dans les 3 mois qui viennent. Mesures immédiates. Il est nécessaire d'assurer le ravitaillement correct du pays. Si les produits de première nécessité viennent à manquer, il y aura une inflation rapide, l'apparition d'un marché noir et un mécontentement populaire croissant. Il est nécessaire également de défiscaliser les produits alimentaires essentiels, pour assurer sinon la baisse de leur prix au moins leur stabilité dans les semaines et mois prochains. Il faut également promouvoir les débuts d'une relance économique interne,
basé essentiellement sur une baisse du chômage des jeunes en mettant en œuvre un programme de développement rural, utilisant d'abord les projets en pipeline, afin d'assurer un emploi de 120 jours par an à tous les demandeurs d'emploi dans les zones rurales. Son financement se fera sur ressources internes, en attendant des financements à plus long terme de l'extérieur. Il faut arrêter les crédits aux mandarins de l'ère révolue et favoriser les financements des petites et moyennes entreprises. Il faut nationaliser les établissements bancaires et d'assurance, sur lesquels une mainmise frauduleuse a été effectuée. Il faut lancer une législation rapide de lutte contre la corruption. Déclaration des avoirs des responsables, mesures favorisant la dénonciation dans les administrations et les entreprises, sanctions contre les corrompus et les corrupteurs. Mesures médiates. Il est nécessaire de défiscaliser l'emploi des jeunes, 20 à 40 ans par exemple, dans tous les secteurs en supprimant sine die les charges sociales et tout impôt sur les salaires. Il est nécessaire de lancer un programme de développement des régions intérieures, en focalisant les investissements publics et en encourageant les investissements privés dans ces régions. Il faut en particulier lancer les investissements d'infrastructures pouvant assurer des externalités positives aux investissements futurs. Il faut revoir la loi 1972 sur les industries offshore de façon à la rendre plus sélective quant au choix des investissements, en attendant la refonte de toute la législation sur les investissements nationaux et extérieurs. N'oublions pas que l'investissement en Tunisie n'a pas dépassé 25% du produit intérieur brut, alors qu'un taux supérieur est une caractéristique des pays à forte croissance. Il est nécessaire de préparer un plan de relance industrielle destiné à promouvoir les industries innovantes et à haute valeur ajoutée, capables d'absorber les ingénieurs et autres techniciens actuellement en chômage et ainsi améliorer la productivité et porter à un niveau supérieur le taux de croissance économique. Il faut revoir les structures de recherche et développement, de façon à en assurer un meilleur rendement. N'oublions pas qu'en 2008, la Tunisie n'a produit que 26 patentes internationales, loin derrière la moyenne de la région Afrique du Nord-Moyen-Orient et des pays comme le Chili ou la Corée. Il faut préparer un plan de distribution des terres domaniales aux jeunes agronomes et leur fournir les financements nécessaires pour mieux les exploiter. Il est nécessaire de promouvoir un tourisme de qualité et rémunérateur pour le pays, car le critère principal de réussite n'est pas le nombre de touristes, mais la dépense par touriste et donc les recettes en devises dont bénéficie le pays. Il n'y a qu'à regarder Maurice par exemple. Ces mesures entraîneront des dépenses budgétaires supplémentaires et des moins-values fiscales. Mais en attendant une revue radicale des dépenses publiques, la Tunisie ne l'a jamais faite avec la Banque mondiale, et une réforme fiscale et parafiscale, il est nécessaire d'accepter un déficit public important qui pourrait être financé en partie par un recours à des facilités du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. Le 2-4-2011. Il faut accélérer les réformes. Depuis le 14 janvier, il y a eu 2 gouvernements Ranouchi et un gouvernement Caïd Essebsi. Et ces gouvernements ne sont que provisoires. Certes, des mesures ont été prises dans le sens de la révolution, amnistie des prisonniers politiques, retour des exilés, autorisation donnée à un grand nombre de nouveaux partis, suspension et dissolution du parti dominant sous l'Ancien Régime, nationalisation des biens des clans de ce régime. Mais il y a eu pas mal de tâtonnements avec des nominations remises en cause, parce que relatives à des personnes compromises. On aurait pu faire davantage. Sur le plan politique, il est important de se rendre compte que nous sommes en période provisoire, et que les autorités actuelles ne sont pas élues et sont provisoires. En attendant l'Assemblée constituante et un gouvernement élu, il faut ramer dans le sens de la révolution. Cela veut dire dialoguer avec les représentants de la société civile, et chercher un consensus pour les décisions importantes. Il faut accélérer le processus de la préparation et de l'adoption du nouveau code électoral. Il y va de la crédibilité de la feuille de route annoncée au peuple. Si la date du 24 juillet doit être respectée, il faut que ce nouveau code soit adopté dans les meilleurs délais. La coupure avec l'Ancien Régime exige des mesures politiques urgentes. La première est de demander des comptes à ceux qui ont commis des actes criminels envers le peuple.
Où sont les procès de ces criminels? La deuxième est de demander des comptes à ceux qui ont pillé les ressources du pays. Où sont les procès? La troisième est de nommer des nouveaux responsables à la tête des grandes administrations, surtout dans les ministères de souveraineté, tels que la justice, l'intérieur et les affaires étrangères. Sur le plan économique, il est inacceptable que la loi de finances, adoptée sous l'Ancien Régime, continue de régir les transactions de l'État. Il fallait adopter, avant le 15 mars, une nouvelle loi de finances, avec des dispositions favorables à l'emploi des jeunes et aux régions déshéritées. J'avais suggéré de faire, au moins à l'instar de l'Inde, une garantie de 120 jours de travail à tous ceux qui le demandent dans les zones rurales. Il devrait y avoir un pipeline de projets de développement rural dans les différentes régions du pays, surtout les régions de l'Hinterland pour faire travailler ces jeunes. Il fallait défiscaliser l'emploi des jeunes dans tous les secteurs en supprimant sine die les charges sociales et tout impôt sur les salaires. Il est inacceptable que presque 3 mois après le 14 janvier, les procédures de récupération des ressources sorties illégalement du pays et dont bénéficient actuellement les paradis fiscaux et d'autres pays ne sont pas prises ou, si elles le sont, ne sont pas annoncées en toute transparence au peuple. Où sont les actions intentées pour cette récupération? L'audit de certains mécanismes de l'Ancien Régime, tels que le fameux compte 26A26 qui devait servir les couches les plus pauvres de nos concitoyens, devrait être lancé et annoncé. Il est important qu'un programme de développement des régions déshéritées soit mis à l'étude, en y associant la société civile dans les régions concernées. Il est important que des ressources soient mobilisées à l'intérieur, telles qu'un emprunt de solidarité nationale, lancé pour venir en aide aux régions laissées pour compte et à l'extérieur auprès des organisations bilatérales et internationales dont les déclarations sont encourageantes mais devraient être suivies des faits. Les bonnes intentions sont les bienvenues, mais il faut les concrétiser. Le 8-4-2011. Pékin plutôt que Paris. On annonce que des ministres vont se déplacer à Paris, pour notamment rencontrer des hommes d'affaires français. Il est à espérer que cette visite marquera un tournant dans les relations économiques extérieures de la Tunisie et inaugurera la fin du modèle économique de l'Ancien Régime. Dans cette perspective, une visite à Pékin plutôt que Paris aurait eu beaucoup plus de sens. Modèle économique obsolète. Le modèle économique de l'Ancien Régime repose sur 3 piliers. La loi 1972 autorisant les industries offshore, l'accord d'association avec l'Union européenne (UE), signé en 1995 et le tourisme à bas prix. S'il a contribué à créer des emplois pour une partie de la main-d'œuvre peu qualifiée, ce modèle a fait de la Tunisie la terre de la sous-traitance pour l'industrie européenne et notamment française. Il a créé aussi une dichotomie entre le secteur offshore, jouissant de privilèges exorbitants, et le secteur onshore subissant les contraintes d'un marché étroit et laissé aux convoitises des clans et aux aléas de la corruption. Ce qui explique, par ailleurs, le tassement tendanciel des investissements intérieurs privés dans notre pays. Ce modèle a engendré de graves déséquilibres, masqués par une croissance d'environ 4% par an en moyenne avant le déclenchement de la crise financière et économique en 2008. Ces déséquilibres ont caractérisé d'abord la distribution des revenus. Les écarts de revenus entre les catégories les plus riches et les catégories les plus pauvres se sont accentués. Le mode de vie extravagant et la luxure dans lesquels les premières s'entretenaient ont été dévoilés dans les séries Ramadan Quest diffusées par les chaînes de télévision et les révélations de Wikileaks. L'extrême pauvreté dont souffrait et souffre encore 10% de la population n'est révélée que maintenant que le rideau de fer sur l'information objective a été levé. Le modèle a aussi creusé un fossé entre les régions côtières et l'Hinterland. Il a également causé un déséquilibre croissant entre les villes et les zones rurales, engendrant des flux migratoires considérables vers les centres urbains les plus importants. Ce modèle doit être maintenant transformé par la révolution en faveur d'un autre plus proche des espoirs du peuple, surtout des jeunes. Un modèle nouveau. Le modèle nouveau devrait être axé essentiellement sur le plein emploi des jeunes. D'abord, notre agriculture, qui a été longtemps négligée, devrait connaître un essor considérable, à la mesure de son potentiel. N'oublions pas que la Tunisie
a été le grenier de Rome dans l'Antiquité. Ce secteur recèle des potentialités formidables pour l'emploi de nos jeunes. Un programme de relance des zones rurales, irrigation, pistes de desserte, reforestation, mise en valeur des terres incultes, devrait être lancé rapidement et fournir des dizaines de milliers d'emplois. Ce programme devrait garantir à tout demandeur d'emploi en zone rurale un minimum de jours de travail dans l'année. Il peut être financé par le budget, en attendant des appuis extérieurs dans le cadre d'un plan de modernisation et de développement de notre agriculture. Le ministère de l'Agriculture a une tâche historique à remplir en préparant un tel plan. Le Kenya exporte des fleurs par avion à Amsterdam. La Tunisie, géographiquement plus proche de l'Europe, devrait être capable de faire autant sinon plus. Sur le plan industriel, on devrait encourager non pas la sous-traitance mais les investissements innovants, à haute valeur ajoutée et capables d'utiliser notre main-d'œuvre qualifiée. Or, ce n'est pas aux pays qui nous ont donné la sous-traitance qu'il faut s'adresser mais aux BRICS, Brésil, Russie, Inde et Chine. D'abord, parce qu'ils sont maintenant les moteurs de la croissance mondiale. Ensuite, parce que nous pouvons nouer avec eux des relations de promotion industrielle novatrices visant le marché unique en Europe, en exploitant mieux et d'une façon plus intelligente l'accord d'association avec l'UE. C'est ce qu'a fait, avec succès, l'Irlande, membre de l'UE, attirant par sa faible taxe de 15% sur les bénéfices des sociétés, les investissements industriels américains. C'est ce que fait avec succès aussi la Turquie. Cette stratégie peut être payante aussi pour le tourisme. Imaginez si un pourcentage infime de Chinois viennent comme touristes en Tunisie. Tous nos hôtels seront remplis toute l'année. Cela donnera aussi à nos hôteliers beaucoup de pouvoir de négociation vis-à-vis des tours opérateurs européens, qui ont tiré à la baisse le produit touristique tunisien. La Tunisie devrait également s'intéresser davantage à son continent, l'Afrique. Sur le plan commercial comme sur le plan de l'émigration. Les Libanais ont compris cela depuis fort longtemps. Mais il faut d'abord se débarrasser de la mentalité de ne regarder que vers Lampedusa. Il y a mieux. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.